Je voudrais excuser mon collègue Jean-François Tranchant qui dirige le domaine matériaux à LVMH parce qu'il a eu un empêchement qu'il a obligé de rester aujourd'hui à Saint-Jean-de-Brie, donc leur centre de recherche au nord d'Orléans. Mais c'est pas grave, j'ai des produits. Alors officiellement, donc j'ai essayé d'enlever, sur ce transport-là, j'ai essayé d'enlever au maximum les marques. Je ne fais aucune publicité, simplement pour des raisons de propriété intellectuelle, travaillant avec quelqu'un de LVMH. Les seules autorisations que j'avais, c'était des produits LVMH, mais ne voyez aucun. Je ne suis absolu, je suis universitaire et c'est juste des produits eux-mêmes, enfin disons les oxydes qui sont ces produits, je ne suis responsable de rien du tout dans ces produits. Voilà, préciser ce point. Et ces trois clichés qui commencent ce transparent montrent bien le cheminement que j'ai en voulant vous présenter pourquoi on peut s'attacher aux oxydes de fer. Donc tout à fait à gauche, en haut à gauche, c'est un minéral qu'on appelle l'hématite, qui est Fe2O3. Je donnerai très peu de formules, mais ce sont des formules qui sont encore présentables. Donc c'est l'oxyde de fer ferrique, donc un oxyde de fer oxydé, un fer oxydé, donc très bien cristallisé. Ce sont des cristaux qui sont à la collection de minéralogie du laboratoire. Au centre, c'est, pour ceux qui connaissent la Provence, c'est la région de Roussillon. Ce sont les ocres de la région de Roussillon. Donc on aura on fait une réflexion rapide justement sur ces paysages géologiques qui montrent souvent des couleurs qui sont justement associées aux oxydes de fer. Et enfin à droite, comment apprivoiser donc, ces oxydes de fer pour en faire des produits de maquillage. Je ne suis pas maquilleur moi-même, mais on est quand même intéressé, ce sont de très belles applications parce que ce sont des produits de haute technologie et donc je vous en dirai quand même quelques mots de comment moi je ressens effectivement les problématiques liées au domaine des matériaux dans le maquillage qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, touche, et d'ailleurs au travers d'un certain nombre d'activités de l'école, de très nombreux domaines, y compris les milieux divisés, les milieux dispersés, les polymères, enfin c'est vraiment un domaine qui est effectivement assez vaste. Hop. Alors donc pour commencer, on va parler de couleurs qui vont peut-être pas être très variées. On ne va pas voir de vert, on ne va pas voir de bleu, c'est vrai, et on va pas voir des couleurs dont certaines, et on en parlera à la fin, posent des questions parce que le marron ou le beige, eh bien on ne le voit pas. Quand on disperse effectivement la lumière, ce sont des couleurs que l'on ne voit pas, donc on a du mal à se représenter l'origine de ces colorations, et donc pour ça on aura évidemment à poser des questions au spectre de ces oxydes de fer pour savoir d'où vient cette coloration marron, beige, café que l'on voit très souvent sur les oxydes de fer. Donc ce sont des couleurs qui vont en fait, j'ai marqué, façonner la vision que l'on a sur le monde minéral. C'est essentiellement associé à des oxydes de fer et lorsqu'on prend un petit peu de recul, eh bien, on regarde la Terre. La Terre, vu de l'espace, nous montre effectivement que les... Oui, d'accord, c'est intéressant. La Terre, donc, vue de l'espace, ce sont des océans bleus, effectivement. C'est pour ça qu'on appelle les planètes bleues, qui font quand même l'essentiel de la surface de la Terre. Mais les continents qui nous sont quand même assez familiers, puisqu'on vit essentiellement quand même sur les continents, ces continents ont une couleur tout à fait caractéristique, que l'on n'a pas lorsque vous regardez la Lune, par exemple. Ce ne sont pas du tout les couleurs que l'on trouve sur la Lune. En revanche, ce sont les couleurs que l'on trouve sur Mars, donc la planète qui fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci, et qui fait parler d'elle parce qu'elle a de tout temps posé des questions. Les Romains déjà l'appelaient la planète rouge, et donc c'est pour ça qu'elle portait le nom du dieu de la guerre. Et elle apostrophe depuis très longtemps et encore maintenant les géologues et les planétologues, donc ce sont les géologues qui travaillent sur les planètes, parce que bien qu'il n'y ait pas d'oxygène dans l'atmosphère, même sans être minéralogiste, vous voyez quand même que la couleur n'est pas très très différente de celle que l'on voit sur Terre, et effectivement c'est du fer oxydé, bien qu'il n'y ait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'interrogations il y a toujours beaucoup d'interrogations sur l'origine de cette coloration, sur la signification de cette coloration dans le passé de cette planète, qui a donc vu de l'oxygène en quantité très importante pour faire cette surface bien colorée. Donc pour revenir sur Terre, ce qui est intéressant, c'est que ces oxydes de fer
ont été utilisés de tout temps. Donc là, ce sont des objets là aussi extrêmement classiques. Je n'ai rien pris de très original. Le but aujourd'hui, c'est plutôt de vous laisser dans un univers qui vous est familier, pour vous dire qu'en fait, même dans les choses qui semblaient plus banales, il y a beaucoup d'interrogations qui peuvent se poser. Donc ces peintures de grottes ornées sont faites avec des composés naturels, évidemment, donc qui étaient un petit peu organiques, mais qui étaient surtout des composés minéraux qui sont les seuls à être vraiment arrivés jusqu'à nos jours. Alors, on a quelques oxydes noirs un peu spécifiques qui sont les oxydes de manganèse, mais l'essentiel des colorations étaient les oxydes de fer. Et une des interrogations sur ces oxydes, et Philippe Bock, dont on parlait à l'instant, avait trempé dans ces problématiques avec les gens du Louvre, du laboratoire du Louvre, c'était l'origine de certains de ces oxydes de fer. C'est-à-dire que vous vous posez la question, vous voyez, on est vers moins 15 000 ans, je vous aurais montré des grottes ornées avec des pochoirs qui ont des formes de mains, on remonte à moins 35 000 ans, moins 40 000 ans, donc on est sur des temps qui sont quand même relativement anciens. Et la question, lorsqu'on voit par exemple une couleur rouge, on dit bon, ben ça c'est pas très compliqué, on en parlera tout à l'heure, justement, ce sont des oxydes de fer Fe2O3, mais ce Fe2O3 il peut être soit naturel, auquel cas c'est ce qu'on appellerait une cueillette, soit ça peut être un oxyde-oxyde, on en parlera un tout petit peu à la fin, que l'on a chauffé, volontairement, enfin, on a chauffé pour changer sa couleur et obtenir un composé rouge, auquel cas c'est une industrie. Et c'est effectivement typiquement les questionnements qu'on va amener aux minéralogistes en disant est-ce que vous sauriez distinguer l'hématite naturelle que l'on trouve comme ça sur le terrain en face de la grotte de l'oxyde-roxyde qu'on appelle la gutite, dont je parlerai tout à l'heure, que l'on a chauffé intentionnellement pour faire la même composé. Parce que peut-être qu'on n'avait pas d'hématite à portée de la main, mais qu'on a quand même deviné qu'on pouvait obtenir la même coloration. Évidemment, ils ne faisaient pas de diffraction X, il y a 25 ou 30 000 ans, mais ils étaient quand même très observateurs, et donc dans ce cas-là, effectivement, ce sont des appréhensions très différentes de ces civilisations. Donc on remonte un petit peu, on est chez les Égyptiens, et là on voit des bijoux qui sont, comme la plupart des bijoux égyptiens, absolument spectaculaires. Et dans ces bijoux, donc j'aime beaucoup cette image parce que c'est un pectoral égyptien qui est celui que portait donc la reine Néfertari, donc qui était la reine préférée de l'empereur Ramsès II, du pharaon, pardon, plutôt Ramsès II. Et vous voyez donc les similitudes justement entre l'image et la réalité du pectoral. Et le pectoral, en fait, on a d'une part des petits tubes verts qui sont des feldspaths qui sont colorés naturellement, qui contiennent du plomb et qui sont colorés par une irradiation naturelle. Surtout à l'époque, ça aurait été difficile qu'ils les radient artificiellement. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle l'amazonite, qui est un feldspath vert qui n'est pas très fréquent, donc c'était déjà pas mal de le trouver. Et d'autre part, une silice imprégnée d'oxyde de fer. Ce sont des oxydes de fer ferriques. Ils sont très mal cristallisés. On en parlera un tout petit peu tout à l'heure parce que les nano-oxydes de fer, c'est un univers qui est vraiment énorme. Et ce sont justement ces nano-oxydes de fer qui imprègnent de façon extrêmement efficace cette silice, donnant ce qu'on appelle une cornaline, qui a cette couleur rouge-orange tout à fait caractéristique. Et là, ce qui est pour nous extrêmement intéressant en tant que minéralogiste, c'est de voir l'homogénéité de la coloration. C'est-à-dire qu'il a fallu choisir dans les échantillons des spécimens qui avaient vraiment la même couleur pour donner ainsi cette grande homogénéité au pectoral. On continue à se rapprocher, et là on se souvient qu'effectivement, on n'est plus dans l'âge de pierre, mais les peintres de tout temps ont utilisé de la terre de Sienne, c'est de la goethite, de la terre de Sienne brûlée, ah mais ça c'est de l'hématite, ont utilisé des ocres, ah ben ce sont des hématites un petit peu transformées, des composés mixtes, enfin presque cœur coquille, on n'est pas dans le nano, mais c'est des dépôts d'hématite plutôt sur des composés blancs, on en parlera un tout petit tout à l'heure, ça donne beaucoup plus de brillance. Et donc, ces oxydes de fer, avec une grande variété de couleurs dont on reparlera, ont été utilisés donc, de tout temps par les peintres. Donc, par exemple, sur ce tableau, vous voyez donc les rouges, oranges, bruns, marrons, qui sont déclinés justement dans ces différents aspects. On parlera un tout petit peu de la physique qui est derrière ça. Et on verra comment effectivement on peut moduler ces colorations. Alors ça c'est la façon dont on utilise, dont on a utilisé les couleurs intentionnellement. Donc par exemple dans le domaine de l'art, ces couleurs en fait elles font aussi notre quotidien. Elles font notre quotidien. Voilà un immeuble haussmannien, donc l'immeuble standard Paris 19e siècle,
qui vient de l'exploitation d'un niveau géologique extrêmement homogène, qu'on appelle le banc royal. Donc ça remonte à peu près à 40 à 50 millions d'années, qui a été exploité, c'est ce qui a donné les catacombes, ce qui a été exploité sous Paris, et qui donne donc une partie de l'homogénéité du patrimoine haussmannien, qui est évidemment d'abord architectural, mais qui aussi tient à la pierre. Et vous voyez que là aussi, on voit des pierres qui ne sont pas vraiment blanches. Les rares pierres blanches à Paris, Hervé le sait bien, il y a Montmartre, et il y a un certain nombre de monuments, ils sont quand même assez rares, et ce sont des objets d'étude et d'interrogation pour savoir pourquoi ils ne se salissent pas, pourquoi ils sont blancs. En tout cas, quand vous voyez cet immeuble-là, vous ne pensez pas qu'il s'agit d'une pierre qui est pure. Elle contient, comme la plupart des pierres de construction, comme tous les calcaires dont on sert en construction, comme par exemple ici donc le superbe Palais des Papes, avec des roches qui sont totalement, enfin pas totalement différentes, c'est toujours des calcaires, mais qui sont beaucoup plus anciens. Donc toujours cette coloration crème. Et une observation, on ne va pas avoir le temps de faire beaucoup d'expériences aujourd'hui, mais une observation très simple que vous avez probablement faite en vous promenant dans les rues après la pluie, c'est d'observer qu'une façade humide est toujours beaucoup plus colorée qu'une façade qui est sèche, qui est plus blanche, qui est plus claire. Et effectivement, on s'en servira un petit peu quand on passera un petit peu vers le maquillage, en se souvenant justement de cette importance du milieu dans lequel se trouvent les particules colorantes. Alors parfois, on sort de ces couleurs beige, crème, marron, et on arrive dans le noir. On arrive dans le noir, là ce sont des basaltes, effectivement, c'est d'autres roches avec lesquelles on fait des constructions. Alors le basalte est une roche volcanique, il n'y a pas des basaltes partout en France, mais il y en a dans certains endroits, et les gens qui étaient à ces endroits-là étaient assez contents parce qu'ils avaient une pierre de construction qui était solide, il fallait quand même la débiter, c'est parfois extrêmement solide, et donc ça peut résister. Donc ça, on est ici donc en Ardèche, dans le sud de l'Ardèche, et vous voyez très bien donc une coulée volcanique donc en bas, une coulée volcanique horizontale sur laquelle il y avait un château fort. Donc seul reste effectivement le donjon, et le donjon est construit à base de basalte, et quand même ils ne sont pas fous, ils ont fait les angles avec des calcaires, c'est quand même un peu plus simple à tailler, et on voit bien le contraste de couleurs. Et les basaltes, en fait, ils sont noirs, ils sont toujours noirs, vous allez à Clermont-Ferrand, vous allez à Saint-Flour, vous allez à Agde, vous regardez les monuments, notamment les cathédrales qui sont construites avec des basaltes, ils sont noirs, colorés par de la magnétite. C'est un autre oxyde de fer, la magnétite. Donc c'est le troisième oxyde de fer que l'on verra, on s'arrêtera là, rassurez-vous, on ne va pas en faire beaucoup. Alors, ensuite, ces couleurs, j'allais dire, dont on fait avec, c'est-à-dire ça n'a pas du tout été intentionnel de faire d'avoir ces couleurs-là. Hein. On prend les matériaux que l'on a sous la main. Dans certains cas, on va les retrouver sur les produits transformés. Ça va être par exemple les tuiles et briques. Donc voici par exemple une église dans le sud-ouest de la France. Dans le sud-ouest de la France, on a l'énorme problème d'avoir très peu de roches de construction crédibles, je dirais crédibles mécaniquement. Donc on a de tout temps utilisé des argiles que l'on a chauffées, donc pour faire donc, des matériaux type tuiles, type briques dans ce cas-là. Et les oxydes de fer se sont transformés. On n'est plus dans un sol qui est crème, qui est marron, qui est beige. Ça devient rouge. C'est à nouveau de l'hématite. Hein. Et Toulouse, la ville rouge, justement, c'est tout à fait son surnom, justement, du fait que tous ces monuments et la plupart de ces maisons anciennes étaient construites en briques, donc héritées de ces oxydes de fer. Alors, une petite remarque. Lorsque vous regardez ce donjon qui est noir, lorsque vous regardez cette cathédrale qui est rouge, en fait, la coloration va être liée à des concentrations très faibles d'oxyde de fer. On y reviendra. On est à 4-5% maximum d'oxyde de fer. C'est vraiment ce qu'on appelle un pigment, c'est-à-dire qu'il en faut très peu pour colorer. Et c'est pour ça que nos collègues du maquillage apprécient ce type de colorant, parce que ce sont des pigments extrêmement efficaces. Ce n'est pas la peine d'en mettre des centimètres sur la peau pour la colorer. Et donc ça, c'est effectivement tout à fait appréciable en termes d'application. Et c'est pour ça que l'œil est aussi sensible. C'est à cause de ce pouvoir colorant puissant dont on reparlera tout à l'heure, parce que ça pose des questions fondamentales. C'est totalement à l'envers de ce que l'on dit en cours d'ailleurs quand on fait par exemple les théories de type champ cristallin. Donc on essaiera de comprendre un peu pourquoi on a de telles contradictions. Voici donc encore une illustration avec des matériaux transformés comme les carrelages, dans lesquels ce sont les effets de texture qui donnent ces énormes variations de coloration que vous avez peut-être probablement déjà vues. Et là aussi, sur les carrelages, vous avez probablement vu la différence entre un carrelage que vous avez huilé, que vous avez verni,
et un carrelage qui est sec, et un carrelage qui est humide, parce que vous venez de laisser tomber une bouteille d'huile, et vous savez bien que, enfin, si certains ont fait cette expérience malencontreuse, ils savent que ça se voit. Alors, les couleurs, j'aime beaucoup cette image donc de réfection des chacals de l'allée processionnaire de Thèbes, parce qu'elle illustre bien très souvent le problème de la couleur. Le problème de la couleur, c'est que l'œil est un bon objet, un excellent mesureur de couleur, mais ça va beaucoup mieux si on peut comparer. Et là, donc, ce qui est très joli sur cette photo, c'est la comparaison entre la statue naturelle faite avec le calcaire, enfin avec le grès, pardon, local, qui donc est coloré, et à gauche, c'est du plâtre. On vient de le refaire, c'est des nouvelles technologies de sculpture directe en 3 dimensions. Et là, vous voyez la différence de couleur. Donc, effectivement, elle n'était peut-être pas très foncée, mais vous voyez qu'elle n'était absolument pas blanche. Donc, on voit bien le contraste lorsqu'on a toujours cette possibilité de comparer des milieux. Et enfin, notre apparence. Notre apparence est liée au fait que beaucoup de ces oxydes de fer, au sens large, sont très voisins de la couleur naturelle de la peau. Donc on va s'en servir sur différents produits pour appliquer sur la peau pour lui donner de la couleur. Après, il y aura d'autres composés cosmétiques pour changer l'apparence, mais les pigments seront là pour donner la couleur, par exemple, si on veut bronzer, ou avoir l'air bronzé plutôt, et on va s'en servir en dehors du visage. Donc là, je m'excuse pour la marque, c'était difficile à enlever sans enlever le produit. Et donc, ce que l'on va avoir, c'est sur différentes applications, dans différents milieux, que ce soit en rouge à lèvres ou en vernis à ongles, on va utiliser ces mêmes oxydes de fer, dont les propriétés seront modifiées, parce qu'effectivement, ça n'a aucun rapport entre une pâte et un liquide d'indice comme un vernis à ongles. Alors, ces oxydes de fer, qu'est-ce qu'on trouve dans la nature? On trouve dans la nature, d'abord, enfin, on va en trouver 3. Donc, le plus important, probablement, en quantité, c'est l'hématite. L'hématite, c'est alpha-FeDO3. C'est une structure qui est assez originale dans le sens que donc, ce sont des octaèdres. Les octaèdres, donc, ce sont ces ensembles bleus. Donc on a 6 atomes, le 6e est derrière, et le fer est dans la petite cage, dans la cage entourée de ces 6 oxygènes. La particularité de ces octaèdres, c'est la même structure que le corindon, c'est d'être associés par face. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 voisins, en dessus et en dessous, qui vont se partager. C'est quelque chose qui est assez rare parce que ça vous rapproche des cations entre eux. Ils n'aiment pas ça, puisqu'ils sont tous les deux chargés positivement. Donc ils se repoussent, ça distord la structure, et ça fait effectivement une structure qui est extrêmement résistante. Avec, dans le cas de l'hématite, des propriétés magnétiques qui vont évidemment hériter de cette distorsion. Donc c'est une structure de type corindon qui a été très étudiée, et l'hématite elle-même, eh bien, c'est le minerai de fer, et donc effectivement, c'est dans cet exposé qui suit l'exposé des collègues d'ArcelorMittal, donc de François Murdry et ses collaborateurs, l'exposé précédent sur la sidérurgie, eh bien, c'est avec de l'hématite que l'on va faire essentiellement justement l'acier. Donc, ça, c'est pas chez ArcelorMittal, mais c'est pas grave, c'est chez les Australiens. Et c'est pour vous montrer justement ces trains qui font des kilomètres de long, qui sont remplis de minerais hématitiques. En général, on demande des teneurs minimales de 55 à 60% d'oxyde de fer pour pouvoir les exploiter. Vous voyez à gauche le type de gisement, vous voyez que c'est quand même très très coloré. Là, c'est pas la peine d'avoir des produits de maquillage, on est naturellement coloré. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ce que l'on va voir dans un instant, ce qui est intéressant, c'est que cette hématite peut prendre des morphologies et des couleurs extrêmement variées. Elle peut se trouver, comme à droite, sous forme de grands cristaux qui sont plutôt aplatis. On les trouve, ces grands cristaux, lorsqu'ils se forment à haute température. Alors, à haute température, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la structure de l'hématite, les octaèdres sont couchés par des faces, le long des faces, et vous voyez à droite, en fait, on voit qu'une face d'un octaèdre, c'est un triangle équilatéral. Donc, ce n'est pas très compliqué à partir de ça, et en voyant cette projection, de réaliser que l'on a un axe d'ordre 3, c'est-à-dire qu'on a une symétrie qui, lorsqu'on tourne la structure de 120 degrés, fait qu'on retrouve la même structure. C'est cet axe principal qui va gouverner les propriétés de l'hématite, et la croissance le long de cet axe, en fait, elle diminue, la vitesse de croissance diminue avec la température, et lorsque c'est à haute température, on a essentiellement des plaquettes qui vont se former.
Et ces plaquettes, elles vont se développer donc, en largeur, avec une croissance très homogène en revanche, liée à la force des liaisons chimiques. Et on va avoir très souvent des plaquettes réfléchissantes. Et c'est un réfléchissant noir métallique absolument spectaculaire, hein, qui était tellement efficace que, par exemple, à l'île les Étrusques utilisaient les monocristaux d'hématite qui existaient sur cette île comme miroir. Il n'y avait pas d'argent, au sens métal du terme, évidemment. Il n'y avait pas de métal argenté, contrairement à l'Europe plus continentale. Et ils utilisaient naturellement ces cristaux qui réfléchissent métalliquement comme miroir. Alors j'avais amené des échantillons, donc je ne sais pas si, qui sont un peu similaires. Donc là, c'est un échantillon de la collection de minéraux. J'en avais amené, hop, je ne sais pas où là. Donc pour vous montrer, donc, vous voyez le brillant de ces cristaux. Et la couleur noire, donc c'est une couleur dont on est très surpris parce que l'essentiel de l'hématite, c'est comme ce qui est représenté sur la gauche de l'écran, ce sont des matériaux qui sont rouges. Et alors dans certains cas, alors là, on verse un petit tas, donc là je pense qu'on devrait le voir. Oui. Bon, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, je peux mettre davantage dans la lumière. Oui, on ne voit pas très bien. Donc c'est les petites paillettes. Bon, c'est des cristaux qui font quelques centaines de microns. Ils sont vraiment pas gros, mais ils sont brillants. On voit, si vous avez une bonne observation, vous voyez les petits brillants qui apparaissent. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle l'oxyde de fer mi-cassé, tellement ils réfléchissent de façon efficace la lumière. Et ces cristaux, alors là, je sais, c'est très beau, mais je ne sais pas si on va voir cet effet. Parfois, ils sont recouverts. Oups. Oui, on met la lumière dedans, c'est bon, on l'a vu. Pour l'instant. C'est ici. Voilà. Ah, ça y est. Voilà. Donc parfois, il y a des couches minces qui vont se développer dessus, de phosphate de calcium totalement incolore, et qui développent donc des phénomènes d'irisation, en fait, d'interférence lumineuse qui sont absolument spectaculaires, et que l'on trouve dans certains gisements, notamment au Brésil, à Madagascar, avec des colorations vertes, mauves, enfin, qui sont vraiment très, très attractives. Alors, ces oxydes de fer, en fait, ils sont massifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder. Alors, on va faire les expériences comme autrefois. Ils sont... Oups, oui, voilà, c'est mieux. Donc, en se mettant comme ça. Donc, ils sont noirs massifs. On se dit, bon, ben, ce cristal, effectivement, il est en massif. Celui-là, il est aussi, c'est aussi quelque chose qui est noir massif. Celui-là, il est aussi vraiment très noir. Qu'est-ce que je fais de tous ces minéraux qui sont noirs? Alors, lorsqu'on était minéralogiste et qu'on sortait de l'université il y a 100 ans à peu près, une bonne partie de la vie se passait loin, très loin. On cherchait des gisements, en fait, des gisements de tout. De tous les métaux. Et là, évidemment, il n'y avait pas de laboratoire à l'arrière, il n'y avait pas de diffraction de rayons, pas d'analyse chimique, donc il y avait plein de petits tests que l'on était censé pouvoir faire sur le terrain. Et ce qui est intéressant, j'ai fait ma thèse à l'école ici, donc il y a 40 ans déjà. Il y avait un laboratoire de minéralogie à l'époque qui était au-dessus du laboratoire de résonance magnétique de Papon et d'André Pierre Legrand, au-dessus du premier étage, donc au-dessus du rez-de-chaussée, donc on était au premier étage, et j'ai retrouvé, il y avait plein de documents justement. Le laboratoire de minéralogie à la fin du XIXe siècle formait beaucoup de personnes qui allaient prospecter, donc notamment à Madagascar. Et comment est-ce qu'on faisait? Alors je ne vais pas vous recréer la situation, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on utilisait par exemple des tessons de céramique, hein, donc c'est un biscuit hein, tout simplement, c'est-à-dire une céramique qui est un petit peu rugueuse, et puis, alors on va voir si ça marche, et puis on faisait ce qu'on appelle une trace. Donc, voilà, donc avec les yeux de la foi, vous devez voir notamment le trait supérieur qui est bien marron, que l'on va nettement distinguer, a priori, du trait du milieu, qui est un oxyde de manganèse.
qui était noir comme le précédent, mais qui reste noir lorsqu'il est divisé, alors que le premier, il semble noir, mais de fait, lorsque vous faites une trace, c'est-à-dire lorsque vous déposez peut-être 10 microns ou 20 microns, vous n'absorbez pas suffisamment la lumière, donc c'est transparent et ça va colorer effectivement la lumière. Et si on compare par exemple avec cet autre minéral noir, eh bien on voit qu'effectivement lui aussi reste noir. Dans ce cas-là, il s'agit de graphite et ici il s'agit d'oxyde de manganèse. Donc c'était plein de petits tests comme ça qui permettaient de distinguer entre les minéraux et puis de se rassurer pour savoir si on était dans le sens du filon, dans le bon sens ou si on était un petit peu loin de tout objet intéressant. Alors, juste quelques images justement de ces minerais de fer. Alors, ces minerais de fer sont intéressants en eux-mêmes comme objet géologique. Ils sont extrêmement anciens. L'essentiel du fer terrestre s'est formé il y a plus de 2,5 milliards d'années, j'en dirais juste un tout petit mot. Donc voici typiquement ces minerais zonés qui sont ce qu'on appelle des jaspes, donc de la silice, un petit peu comme la cornéline de tout à l'heure en fait. Mais là, elle a été portée à un tout petit peu plus haute température, et donc c'est une silice chargée vraiment d'hématite, et donc extrêmement colorée, et on est très surpris de cette régularité de structuration de ce fer, qui est d'origine biologique. Il y avait déjà de la vie, ben oui, vous voyez, à 3,2 milliards d'années, il y avait déjà une vie extrêmement différenciée, n'exagérons pas, une vie très active plutôt, qui vivait et qui précipitait donc ces oxydes de fer. À un petit peu plus haute température, on a des cristaux qui vont se développer, des cristaux noirs, exactement comme tout à l'heure sur ce type de cristal, qui va donner d'autres types de minerais, toujours de l'hématite, mais vous voyez qu'il n'y a aucun rapport de morphologie, bien que ce soit le même minéral, entre celui-là et celui-là. Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs centaines de millions d'années, les organismes autotrophes commençaient à se différencier dans l'océan mondial et dégager du dioxygène. Et ce dioxygène a été pompé par le fer ferreux, qui à ce moment-là, il n'y a pas de fer ferrique sur Terre, il n'y avait que du fer ferreux. Ce fer ferreux était soluble, et donc les continents s'érodaient, parce que les premières pluies se sont formées pratiquement en même temps que la Terre. On est très surpris de voir la rapidité avec laquelle se sont mis en place les premiers continents. Et donc, au bout à peu près d'1 milliard d'années, on avait déjà des continents érodés. Donc ces produits d'érosion, il y avait essentiellement de la dissolution qui se produisait à ce moment-là pour le fer qui arrivait dans l'océan. Et lorsque les cyanobactéries, donc les bactéries bleues, se sont développées, dégageant du dioxygène, elles ont oxydé le fer ferreux qui a précipité sous forme de fer ferrique, donnant justement 90% du fer exploité au monde date de ce créneau-là. Et lorsqu'on est arrivé en Terre en 2,4 milliards d'années, eh bien, c'était fini. Il n'y avait plus beaucoup d'oxyde de fer ferreux dissous. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on a vu la concentration de dioxygène de l'atmosphère qui a commencé à augmenter. C'est-à-dire avant, il n'y en avait pas du tout. Et il a commencé à y en avoir. Et puis, elle a ensuite augmenté jusqu'au niveau actuel. Donc, c'est pour ça que ce sont aussi des objets géologiques extrêmement importants à étudier pour avoir justement une vision de ce qui se passait sur Terre à cette période-là. Le deuxième oxyde de fer, ce n'est pas un vrai oxyde, c'est un oxyde-oxyde, c'est FeOH, la goethite. Une structure assez classique dans le sens que les octaèdres sont associés entre eux par arête, ça c'est une structure très, très classique en chimie inorganique. Et là on a des doubles chaînes en fait, on a deux octaèdres qui sont sur ces chaînes qui s'allongent donc dans cette direction-là. Alors elles sont juste associées entre elles par sommet. Alors si je donne autant de détails structuraux, c'est qu'évidemment je vais en servir, et je vais en servir juste à l'instant pour dire ah ben elles ont une drôle de forme ces goethites. Elles sont très souvent allongées. Et elles sont allongées au hasard le long de ces doubles chaînes. Donc ça donne des photos à surveillance spectaculaire, comme ce quartz qu'on dirait traversé, alors évidemment ce n'est pas du tout le cas, traversé donc, par la goethite, mais vous voyez qu'en tout cas maintenant le résultat c'est qu'il est porté donc, par ces aiguilles de goethite, le quartz c'est SiO2, et ces goethites qui se font en synthèse extrêmement facilement à température ambiante. Ce sont des cristaux qui ne sont pas très gros, mais encore une fois, ces allongements respectent strictement l'orientation de cristalline, ce sont les doubles chaînes. Et on se retrouve comme avec les hématites, c'est-à-dire qu'en fonction de la température de formation, eh bien, on va
avoir une modification de morphologie. Et on va observer, donc, vous voyez à droite, sur une goethite formée à plus haute température, dans les conditions hydrothermales, vers à peu près 300 degrés, eh bien, cette fois-ci, c'est le rutile qui se développe comme oxyde de titane, c'est lui qui développe des aiguilles, et ce sont ces aiguilles qui tiennent cette fois-ci les plaquettes de goethite. Donc ce sont ces associations qui sont extrêmement esthétiques, en fait, qui pour nous sont très très instructives sur les conditions de croissance de ces minéraux. La goethite, comme sa cousine hématite, a des morphologies extrêmement variées, bien que ce soit toujours le même minéral. Donc vous voyez à droite un sol, la goethite pouvant se former à la température ambiante, on va la retrouver, c'est un constituant classique des sols tempérés, des sols européens. Et vous voyez à gauche, lorsqu'elle était portée à un petit peu haute température, quand je dis haute température pour les sédiments c'est modeste, disons 100 degrés, mais avec un petit peu de CO2, c'est le sédiment qui s'est enfoncé au fond du bassin de Paris. Bien. Je sais pas ce que c'est que ça. On a ces rhodions qui sont des croissances en fait hors équilibre. Alors j'en ai amené ici, mais je doute qu'on puisse le voir parce que ouais. Donc ce sont des fibres perpendiculaires qui se développent, donc qui donnent une surface qui est un peu réfléchissante et qui sont toutes parallèles les unes aux autres. Enfin, le dernier oxyde, dont je voulais parler, c'est la magnétite. La magnétite Fe3O4 est un spinel, donc une grande famille d'oxydes avec énormément d'applications que tous les chimistes inorganiciens la connaissent. Ce sont des chaînes d'octaèdres, encore une fois, associées par arêtes, cette grande logique de l'association dans les cristaux. Vous voyez ces arêtes qui courent dans les 3 directions de l'espace, on les voit très bien, par exemple, développées horizontalement ici. Et ces chaînes sont associées entre elles par des tétraèdres qui sont représentés en bleu. Et la caractéristique, là aussi, si je donne autant de détails, c'est que je vais m'en servir, la caractéristique de la magnétite, c'est que dans ces chaînes d'octaèdres associées par arêtes, on va trouver du fer2 et du fer3, parce que justement, Fe3O4, c'est FeO plus Fe2O3, en gros, on va dire ça, mais le fer2 et le fer3 ne se trouvent pas n'importe où. Ils ont le bon goût, pour donner les propriétés absolument exceptionnelles de la magnétite, à commencer par son magnétisme, ils ont le très bon goût de se trouver ensemble dans les sites octaédriques, alors que seul le fer ferrique se trouve dans les sites tétraédriques. Donc dans les chaînes octaédriques, on va en fait avoir une délocalisation électronique et on aura un composé qui en fait sera plutôt de type valence intermédiaire, avec donc la difficulté de mesurer un degré d'oxydation réel. À droite, j'aime bien cette animation pour bien rappeler que même dans le système cubique, c'est la présence de 4 axes d'ordre 3 qui est le plus important. Et effectivement, voilà la structure qui tourne comme ça autour d'un tétraèdre, contenant donc du fer ferrique dans ce cas-là. La magnétite, ce sont de très belles histoires en tant que minéralogie, donc juste un tout petit peu, ça cristallise très bien, c'est un minéral que l'on trouve dans les magmas. Donc on va les trouver se former vers 1200-1300 degrés, précipitant dans des magmas silicatés. On va les trouver dans des conditions de métamorphisme, dans des fluides qui traversent les roches vers 500-600 degrés, donnant de très beaux cristaux octaédriques que vous voyez ici. Ça a donné les premières boussoles. Nos collègues chinois les ont utilisées bien avant nous. C'était ça qui leur donne une supériorité sur les mers exceptionnelle. C'est dans le Yunnan, donc dans le sud de la Chine, que l'on trouve justement des octaèdres qui se font parfois 10 cm. Et les capitaines de bateaux chinois utilisaient justement les magnétites. Ils les mettaient sur du liège, sur de l'eau, et puis ils avaient ça dans leur cabine, et c'est ça qui permettait de s'orienter, même lorsque le temps ne permettait pas de s'orienter avec des étoiles. Donc c'était vraiment déjà la boussole avant qu'elle existe, existait donc à l'état naturel. Donc ces magnétites, elles sont aussi attachantes, comme les autres oxydes de fer, à cause de leur diversité de formation, donc depuis les magmas, 1300 degrés, jusqu'aux biomagnétites, c'est les fameuses biomagnétites que l'on a dans le cervelet, par exemple, que l'on trouve évidemment dans le pigeon, et dont on sait parfois à quoi elles servent, et on ne sait parfois pas très bien à quoi elles servent. Mais en tout cas, c'est l'activité biologique et ce qu'on appelle les biomagnétites est un objet d'étude extrêmement intense, parce qu'en fait, on va les trouver à la température ambiante, et on est très intéressé de comprendre dans quelles conditions on peut ainsi obtenir ces oxydes de fer. Et entre parenthèses, les biomagnétites ont d'une qualité cristalline que l'on n'a jamais pour l'instant réussi à obtenir, puisqu'on les a monocristaux monodomaines à l'échelle du micron, absolument monodomaines, sans aucun défaut.
Et enfin, juste un tout petit mot pour les nanos. Donc j'ai dit, j'en parlerai pas trop parce que ça ouvre sur la minéralogie environnementale et il y a vraiment il y a vraiment énormément d'études dessus et ce sont des composés qui sont très complexes. Simplement pour dire, ce sont des composés, si vous vous promenez autour d'anciennes mines, notamment en France, il y a beaucoup d'anciennes mines, il n'y a plus de mines exploitées depuis plusieurs dizaines d'années, mais on a l'héritage de ces anciennes mines. Et très souvent, on va observer autour de ces mines de l'eau avec des couleurs pas très, disons, qui n'ont pas confiance. C'est par exemple le cas donc, de ces anciennes mines. Là, c'est une mine tout à fait actuelle, mais en haut à droite, c'est une ancienne mine donc, dans le sud de la Californie, une mine de mercure en fait. Et le mercure se retrouve justement reconcentré par ces nano-oxydes de fer. Et je dis et polymère ferrique parce qu'en fait, c'est tout un continuum d'organisation. Le fer ferrique est très peu soluble à température ambiante aux conditions voisines de la neutralité. Lorsque les sulfures qui forment ces gisements vont s'oxyder, ils vont baisser le pH des solutions et donc l'eau va ruisseler à des pH qui peuvent être extrêmement bas, c'est-à-dire qu'on va arriver à des pH de 1,5, 2, ce qui pour la nature est très bas. Transportant le fer ferrique, évidemment, ça ne durera pas longtemps. Très très vite, le pH va augmenter et tout le monde descend, donc votre fer ferrique va former des polymères qui vont progressivement s'organiser. Et donc en bas, c'est un des principaux gisements de nickel dans les grandes mines de nickel de l'Ontario, au Canada, où on a, vous voyez, comme quelques dégâts collatéraux, parce que la végétation a légèrement souffert donc justement de ces oxydes ferriques, qui ne sont pas que des oxydes ferriques, qui transportent beaucoup de choses. Vous voyez la coloration, le pouvoir colorant qui est exceptionnel quand même. L'eau, vous le voyez très, très facilement. Alors ça fait référence donc, à la deuxième partie de l'exposé, qui était donc l'importance de la pigmentation. Et c'est probablement pour moi une des propriétés les plus spectaculaires de ces minéraux et leur méritant vraiment le nom de pigment. Pigment, c'est-à-dire que vous pouvez en prendre 1%, 2% et vous verrez une coloration. Une expérience très rapide à faire, c'est vous prenez des feuilles de papier. Feuilles de papier, une feuille de papier couchée, donc qui a été couchée, donc un papier standard de feuilles standard, et vous comparez les feuilles de papier entre elles que vous avez achetées à différentes périodes et vous allez être surpris de voir des variations de coloration. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a comme origine de variation de coloration le fait que l'on couche ces papiers avec du kaolin, qui est une argile qui va donner des petites plaquettes très fines. Enfin, on se débrouille en tout cas pour qu'elles soient très fines, on va bien les agiter pour qu'elles soient très fines. Les kaolins sont naturels. Donc, étant des roches naturelles, vous avez vu au début de l'exposé que dès que c'est naturel, il y a forcément des oxydes de fer qui ont traîné dans le coin. Bien. Qu'est-ce que c'est que cet harcèlement ? Et donc, ces kaolins seront un tout petit peu colorés, très peu, c'est vrai, mais encore une fois, l'œil s'est comparé, et vous verrez qu'effectivement, il n'y a aucune feuille de papier blanc qui est vraiment blanche. Alors on utilise des correcteurs, des azuléants pour justement corriger ce jaune, mais ça marche pas, enfin ça marche très bien, mais ça va donner plutôt un gris. Donc on fait les différences au travers justement de ces origines de kaolin. Et là, on est en train de discuter de quelques dizaines de ppm. On n'a quasiment pas de fer dans ces kaolins qui, en plus, sont sur des épaisseurs qui sont microniques. Donc, ce sont des pigments extrêmement efficaces. On va les retrouver donc partout. Alors, c'est des choses que vous connaissez peut-être par vous-même. Vous êtes peut-être allé dans le nord de la Bretagne, dans la région de Ploumanac, où effectivement, ce qu'on appelle le granit rose, la côte de granit rose. Donc, le granit rose est a en gros la même concentration en fer que le granit gris, donc en bas c'est une des pierres qui bougent dans le sidobre, les fameux pierres clouées du sidobre, dans le sud du Massif central, donc au nord de Béziers. Et ces différences de coloration, elles sont liées à la couleur du feldspathe. Et alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la concentration en fer ne joue pas. Donc à gauche, c'est un feldspath, ce sont des feldspaths potassiques, c'est des aluminosilicates de potassium. À gauche, il est transparent, donc bien jaune, on va dire, bah oui, écoutez, il est coloré. Mais dans la nature, il est essentiellement donc, très peu coloré, parce que dans le feldspath, il y a beaucoup d'inclusions, beaucoup d'imperfections cristallines qui vont diffuser la lumière, et qui fait que, contrairement au cristal de gauche, où la lumière a traversé 1 cm de cristal, à droite, en fait, la lumière a pu traverser peut-être quelques dizaines de microns avant d'être renvoyée par la diffusion physique, par la diffusion de la lumière. Donc on a des cristaux qui sont en général beige très très clair, et justement dans les feldspaths roses, la couleur n'est pas du tout beige clair. Elle est liée au fait que dans les deux premiers cas, le fer ferrique va remplacer la lumière, je vous avais parlé d'aluminosilicate, alors qu'à
à droite, eh bien, le fer ferrique a précipité pour donner des petites plaquettes très divisées des feux de O3, et on retrouve la coloration de l'hématite, le spectre optique et celui de l'hématite. Et c'est à cause de cette pâte rose que vous avez donc cette coloration du granit. Donc là, j'ai un échantillon, donc on va voir. Voilà. Donc vous voyez là, donc le monocristal de Feldspath. Et puis tout autour, mais ce sont les constituants normaux du granit. Il y a du quartz qui est gris, il y a de la biotite qui est noire, il y a un autre Feldspath qui est blanc. Et ce sont ces grands cristaux roses en fait qui donnent cette coloration rose du Feldspath, qui n'est pas rose, tout n'est pas rose en fait, c'est le Feldspath qui colore. Et alors on se retrouve avec le même point, ce qui est que les basaltes sont eux aussi colorés uniquement par quelques pourcents d'oxyde de fer, qui n'est pas du tout en substitution dans les minéraux, par exemple comme l'olivine. Il se trouve en fait à part sous forme de magnétite. Et cette olivine, en fait, lorsqu'on la broie, eh bien, elle donne des poudres qui sont blanches. En fait, le pouvoir colorant est quand même très très faible par rapport justement à l'oxyde de fer. Ces cristaux font plusieurs millimètres. Donc des pigments que l'on trouve dans la nature. Donc là, c'était juste, oui, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, donc j'ai passé très vite, c'est l'évolution de la concentration en oxygène de l'atmosphère terrestre en fonction du temps. Et donc le fait qu'entre 3,5 milliards et 2,5 milliards, eh bien, les oxydes de fer ferriques ont précipité en piégeant tout l'oxygène qui était dégagé par l'activité biologique naissante. Et lorsque vous avez épuisé le fer ferreux, eh bien, vous avez autorisé, entre guillemets, le dioxygène à sortir. Les deux courbes viennent du fait qu'il y a une légère incertitude. On s'excuse, on n'était pas là il y a 2 milliards d'années, donc il y a quand même les modèles, c'est vraiment pénible, les modèles qui ont évidemment une petite incertitude, mais l'évolution est la même, c'est-à-dire cette augmentation régulière de la teneur en dioxygène avec, je dirais, entre guillemets, la conquête des continents par les végétaux, tout à fait spectaculaire, qui a donné ce jump vraiment très important à la concentration en dioxygène. Lorsque vous promenez, tout l'univers que vous voyez, l'univers minéral pardon, que vous voyez est coloré par les oxydes de fer. Voici les sols classiques en climat tempéré. On va retrouver de la goethite, notamment dans la couche supérieure qui est marron. Lorsque vous allez dans des pays tropicaux, vous allez trouver de l'hématite divisée, bien colorée. Donc ça, c'est l'île des Pins, donc au sud de la Nouvelle-Calédonie. Et justement, à propos de Nouvelle-Calédonie, ça vous façonne les paysages. C'est-à-dire que dès que vous avez de l'érosion sous la forêt, eh bien, vous voyez l'érosion tout de suite visible. C'est orange, c'est le sol. C'est le sol que l'on voit, ce sol extrêmement coloré, donc orange-marron. Alors j'en ai amené, puisqu'on parle de Nouvelle-Calédonie, qui est une région qui est très attachante. Donc j'ai amené justement un minerai de nickel qui a l'avantage d'être vert pour bien contraster avec donc, le sol dans lequel on trouve, donc la roche altérée dans laquelle on trouve le minerai. Donc, vous voyez les colorations donc, brunes, donc bien contrastées donc, de ce sol. Et là aussi, vu de loin, ce sont des images spectaculaires, comme par exemple les visions sur l'Amazone, où vous avez le fameux Encontro de Aguas, dans la région de Manaus, où il y a les eaux du Rio Negro, qui tire bien son nom, même si vous n'avez pas fait de portugais, ça veut dire la rivière Noire, dans lesquelles il y a des complexes humiques donc, qui proviennent donc, d'un type d'altération très spécifique, très colorant, très noir, donc ça c'est organique, et en revanche le grand fleuve, le Rio Solimões, qui vient des Andes, donc les Andes c'est juste de l'érosion mécanique, donc on abrase tous les sols et toutes les roches de surface, d'où les colorations de tous ces fleuves qui forment, je me rappelle l'Amazone, c'est-à-dire le plus grand fleuve du monde, avec, donc, comme ce sont des flux laminaires, et c'est donc un but d'excursion touristique, mais c'est en plus un objet d'étude géologique passionnant, vous allez avoir pendant 30 km, 30 à 50 km, vous allez avoir les deux fleuves qui ne vont pas se mélanger, qui vont partir parler l'un à l'autre et vous distinguer, donc là aussi très très bien la coloration liée aux oxydes de fer à droite et donc au complexe humique, au complexe organique à gauche. Alors en arrivant, donc transporter donc, les sols qui se sont formés, les oxydes de fer formés dans ces sols sont transportés par les fleuves lors de l'érosion. Il suffit d'aller, j'aurais pu prendre la Seine, vous savez que la Seine est colorée, ce n'est pas du tout de la pollution, c'est tout à fait naturel. Ce sont les minéraux en suspension dans lesquels les oxydes de fer sont très importants. Et
sur les côtes, justement, la présence des oxydes de fer va nous colorer les sables. Quand on dit les sables blonds, le blond, ce n'est pas du tout le quartz, qui est l'essentiel constituant des sables, ce sont les oxydes de fer qui précipitent à la surface de chaque grain de sable. Et ces oxydes de fer, ce qui est absolument spectaculaire, c'est que dans certains cas, on va pouvoir, par des réactions couplées de réduction par la matière organique et complexation par cette matière organique, on va pouvoir les, entre guillemets, les lessiver, c'est-à-dire les nettoyer totalement de leurs oxydes de fer, comme vous voyez à droite, où vous avez des sables absolument blancs, dans lesquels le fer a été évacué. Donc on a le sable normal en dessous, et l'intermédiaire entre les deux, bien, on a des oxydes de fer qui précipitent donc, au changement de redox. Et ce sont ces sables gris, vous connaissez probablement la région de Fontainebleau, eh bien c'est ce qui s'est passé naturellement dans la région de Fontainebleau, lorsque les sables côtiers qui se déposaient à l'époque, donc il y a en gros 35 millions d'années, on était donc sur le bord de la mer. Ensuite, ces sédiments côtiers se sont enfouis, il y a d'autres sédiments qui sont passés par-dessus, et en s'enfouissant, évidemment, il n'y avait plus d'oxygène, donc là, les conditions sont devenues réductrices, il y a un petit peu d'eau qui a circulé, on a tout nettoyé, et on ressort maintenant des sables qui sont absolument blancs, et on est très content en tant que géologue, parce qu'on retrouve les dunes de l'époque, les orientations des dunes qui sont décorées par ce qu'on appelle les grès de Fontainebleau, qui sont bien orientées. Donc ces couleurs qui semblent inhabituelles, mais qui justement s'expliquent, et c'est pour ça que dans la région de Fontainebleau, il y a des entreprises qui de tout temps s'y sont installées à cause de la pureté. Cette fois-ci c'est chimique, on a lessivé le fer ferrique, il est parti, il n'y a plus de fer du tout. Donc on a des matériaux qui sont vraiment très proches de CO2. Ces oxydes de fer, eh bien, on les a aussi dans les calcaires, on en a parlé tout à l'heure, donc bon, ça c'est une image qui est dans les dolomites italiennes à gauche, et puis lorsqu'ils vont se dissoudre, c'est toujours très très spectaculaire, le calcaire se dissout, donc ça c'est une réaction normale, avec le CO2 qu'on a dans l'atmosphère, ça fait un bicarbonate de calcium soluble, et il vous reste une poche de dissolution, dans laquelle tout ce qui était insoluble est resté, et donc notamment les oxydes de fer. Et donc ils viennent nous rappeler que justement la couleur crème de ces calcaires, c'est un tout petit peu d'oxyde de fer, donc c'est vrai qu'on est au niveau du pourcent, simplement que lorsque tout le carbonate de calcium est parti, l'oxyde de fer lui est resté. Donc c'est intéressant, ça nous permet après de faire des calculs, par exemple, pour estimer le volume de roche qui a été évacué comme ça par la dissolution. Un tout petit peu d'optique pour essayer de comprendre donc, ces couleurs en fait, que l'on observe, parce que contrairement, j'allais dire, à la belle optique, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on le voit bien d'ailleurs quand on a des vêtements, et puis on le voit bien quand on voit les murs et tout notre environnement. L'essentiel des colorations que l'on voit avec l'œil ne peut pas s'expliquer simplement par la transmission. C'est bien pour les verres, effectivement, au travers desquels on peut voir, mais la transmission, évidemment, ça ne marche pas sur un matériau qui semble bas, comme pratiquement tout ce qui concerne cette pièce. Ce n'est pas non plus la réflexion spéculaire. La réflexion spéculaire va s'appliquer notamment donc, au chiffrage métallique. En fait, ça va être une réflexion qu'on appelle diffuse, c'est-à-dire que lorsque vous vous déplacez par rapport à l'objet que vous regardez, la coloration ne change pas. Et l'intensité lumineuse non plus ne change pas. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est très important, parce que c'est différent de la réflexion spéculaire. Donc cette réflexion diffuse, en fait, elle va... Oui. Donc cette réflexion diffuse, ça va en fait faire référence au fait que les rayons lumineux vont entrer dans les particules, donc par exemple dans les oxydes de fer, donc on va avoir un rayon réfracté. Il y a une partie qui est réfléchie, mais il y en a une partie aussi qui va se trouver réfractée et rentrer. Et l'essentiel de la rediffusion, elle va se faire à la sortie de la particule, c'est ce que l'on a à droite, tout simplement parce qu'on est en train d'arriver dans un milieu d'indice plus faible, donc on va avoir une réflexion totale. Le rayon lumineux va donc revenir en sens inverse et donc repartir vers l'extérieur. Et c'est ça qui va donner la réflectance diffuse, la réflexion donc, que l'on a sur les vêtements, et expliquer pourquoi plus les particules sont petites et plus la coloration est claire. Donc c'est quelque chose que l'on expérimente assez facilement. Alors ce que l'on a lorsque l'on étudie la réflectance diffuse, on va travailler avec essentiellement deux coefficients. Un coefficient d'absorption, tout à fait similaire au coefficient d'absorption optique. Donc ça dépend effectivement du matériau. Si c'est de l'hématite, ce ne sera pas comme la goethite. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on va avoir un coefficient de diffusion. Le coefficient de diffusion de la lumière, qui va varier, donc vous voyez ce que j'ai marqué, donc ça dépend de la taille, donc plus on va broyer finement et moins la lumière va pénétrer dans les cristaux, puisque les cristaux sont de toute petite taille, donc les trajets optiques seront très petits, donc le matériau sera clair. Ça dépend aussi du milieu, et donc c'est là où effectivement, quand on va immerger la particule par exemple dans de l'eau,
eh bien, on va avoir une coloration qui va être plus foncée que si elle est à sec. Donc ça, c'est la partie observation donc, de la réflectance diffuse. Alors la coloration elle-même, dans les oxydes de fer, elle est liée à des processus de type champ cristallin. Alors le champ cristallin, c'est ce qui caractérise les éléments de transition qui sont donc des ions dans lesquels les sous-couches D ne sont pas totalement occupées. Donc ces sous-couches D qui sont représentées ici et qui ont différentes orientations dans l'espace. Et le fait que vos ions ne flottent pas comme ça dans l'espace, mais soient environnés donc, de voisins, fait qu'on va avoir 2 paquets d'orbitales. On va vraiment faire ça très très simple. Et donc on va avoir des possibilités de transition des électrons depuis le niveau inférieur vers le niveau supérieur. Alors, ça c'est très bien. Donc vous avez l'impression qu'on démarre un cours, mais le cours s'arrête là. Il s'arrête là parce que ça ne marche surtout pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 5 orbitales D, et dans le cas du fer ferrique, il y a justement 5 électrons. C'est-à-dire que je ne peux pas faire passer un électron du niveau inférieur au niveau supérieur, sauf si je retourne son spin. En retournant un spin, alors ça coûte en énergie, ça coûte surtout en probabilité, c'est-à-dire qu'on a très très peu de chances d'observer ça. Contrairement par exemple au fer ferreux qui, lui, a un 6e électron, et ce 6e électron, que vous voyez avec le spin vers le bas, lui, en revanche, il peut sans problème passer vers le haut. Alors c'est ça qui donne justement ces différences de coloration entre les 2 degrés d'oxydation du fer, normés donc à la même concentration en fer. Voici ce qu'on a dans les verres, par exemple, avec le fer ferrique qui vous donne une transition extrêmement faible, et le fer ferreux qui donne une transition très importante. J'ai juste amené ici un échantillon de verre qui contient du fer ferreux, juste pour vous faire toucher du doigt l'importance de ce coefficient d'absorption, en fait. Il n'y a que 20% du fer qui est ferreux. Pourtant, il vous semble vert, ce verre. Et en première considération, on pourrait dire que c'est quasiment que du fer ferrique. Or, ça ne marche pas, donc, avec l'observation, en tout cas. Donc, c'est vraiment cette notion donc, de coefficient d'absorption, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc, on a un problème. On se dit, c'est quand même curieux, parce que donc, ce beau cours sur le champ cristallin, il prédit que les composés de fer ferrique ne vont pas colorer la nature. Et depuis 3 quarts d'heure, je vous explique que c'est exactement l'inverse, que c'est le pigment général. Donc ce qui se passe en fait, c'est que lorsque le fer ferrique est isolé, c'est effectivement un piètre colorant. Mais lorsque vous allez avoir des oxydes de fer, en fait, les fers ferriques vont s'apparier magnétiquement entre eux. Et cette fois-ci, on n'est plus du tout dans les mêmes modèles. On va avoir des transitions avec des couplages magnétiques. Et c'est ça qui va relaxer ces interdictions. Donc on n'est plus du tout on n'est pas dans un modèle simple de champ cristallin, même si la position des bandes est celle qui est prédite par la théorie du champ cristallin. Les couplages magnétiques vont relaxer cette interdiction et vont donner donc ce pouvoir colorant vraiment extrêmement important. Donc les spectres optiques de ces oxydes de fer nous permettent de comprendre leur coloration. Donc là, je vais aller un petit peu vite, là, ça montre les différents types d'origine de ces oxydes de ces transitions. Ça, ce sont des spectres d'absorption en fonction de la longueur d'onde dans le visible. Alors, ce que vous voyez au-dessus, les 2 courbes bruitées, en fait, ce sont des spectres de transmission de magnétite. Ce sont des nanomagnétites, donc elles les absorbent très peu. Et on ne voit aucune transition dans le visible. Comme je vous l'ai dit, on a une délocalisation électronique, donc le long, par échange, donc par saut électronique, le long de ces chaînes octaédriques. Et donc, on n'a pas de transition discrète. Ce sont vraiment des modèles différents. Donc, il y a des modèles de Polaron. Enfin, il y a différents types de modèles qui sont utilisés pour décrire ces processus. Mais on n'a pas du tout de transition au sens champ cristallin. Ce que l'on a, c'est un composé qui est extrêmement absorbant de façon uniforme, donnant du noir ou du gris selon sa concentration. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai voulu illustrer donc, en amenant justement, on va le garder en comparaison, donc en amenant une roche volcanique, un verre volcanique plutôt naturel, ce qu'on appelle une obsidienne, qui est un magma qui a été trempé rapidement. Et cette obsidienne, en fait, on s'est mis avec une feuille derrière, voilà. Cette obsidienne, elle a à peu près la même concentration en fer que le verre synthétique qui est ici. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce sont des nanomagnétites qui colorent en noir. Il y a plus d'autres espèces, beaucoup d'autres espèces, mais enfin, le noir, ce sont ces nanomagnétites. Et ici, c'est du fer dans le réseau vitreux. Donc ça, c'était pour dire, attention, là aussi, la concentration chimique ne dit pas tout. Ce qu'on appelle la spéciation de l'élément, c'est-à-dire la forme sur laquelle se trouve l'élément chimique, va expliquer cette coloration. Et juste pour terminer, puisqu'on en est à regarder visuellement,
lorsque le verre volcanique se trouve encore chaud en présence d'air, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ma magnétite va s'oxyder puisque j'ai du fer ferreux. Il y a très peu de fer ferreux stable à la surface de la Terre, et donc je vais avoir donc, des oxydes de fer ferrique qui vont se former, donc il va se transformer de fer ferreux en fer ferrique. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne une indication sur le fait que le magma est arrivé encore très chaud à la surface de la Terre, et là, la surface est oxydée. Et puis juste pour terminer sur ce que je disais tout à l'heure sur la diffusion de la lumière, voici ces verres volcaniques, et voici ce qu'on appelle une perlite, c'est-à-dire un verre hydraté très divisé, qui a exactement la même composition. Vous voyez qu'il est blanc-gris, tout simplement parce que, contrairement à ces gros globules de verre qui sont très homogènes, là vous avez des petits domaines qui font quelques dizaines de microns, et donc qui vous diffusent la lumière très efficacement. Donc là, voilà l'effet qu'on aurait. Si on broyait ces verres, on obtiendrait ce gris très clair. Donc après, ça nous entraînerait évidemment un petit peu loin, on a des grandes différences entre les spectres optiques des différents oxydes de fer. Donc ce que je voulais surtout en dire, c'est que je distingue vraiment l'hématite notamment, qui est le spectre du bas, qui dégage assez abruptement le rouge, vers un peu en dessous de 600 nanomètres. Ça explique effectivement la couleur rouge, on terminera justement là-dessus tout à l'heure sur la couleur rouge des hématites. Et contrairement à d'autres oxydes de fer qui vont avoir une variation beaucoup plus progressive du coefficient d'absorption. Et c'est là où je veux en venir. Lorsqu'on a des composés nano, eh bien on voit encore moins de transition optique visible. Et voilà la coloration marron. La coloration marron, en fait, ça va être une absorbance qui va augmenter en passant du rouge vers le violet. À la différence de toutes les couleurs que vous connaissez qui sont dispersées par un prisme ou un réseau, qui sont liées donc, au fait que on va retirer des contributions donc, au spectre visible. Là, on ne retire rien du tout. C'est une variation continue. On n'a pas de bande d'absorption. On a une variation continue de cette absorbance. Et c'est ce qui en fait la grande originalité par rapport à l'ensemble des couleurs du spectre visible. Alors, on n'est pas très heureux, évidemment, les transitions qui sont très faibles. Donc, on fait des gymnastiques, notamment, par exemple, utilisant les dérivées secondes pour sortir un peu ces vagues épaulements. Bon, je ne vais pas du tout, évidemment, rentrer dans les détails. On arrive à bien comprendre l'origine des colorations de ces différents oxydes de fer. Et en fait, on a les produits de maquillage dont je parlais tout à l'heure, qui vont directement donc, utiliser ces principes. On va avoir comme à droite justement les variations de taille de particules qui vont sur des goethites et des hématites nous donner des variations de couleurs qui sont extrêmement intéressantes. Et d'autre part, donc, on va avoir des variations extrêmement grande de nuances. Donc là, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Ce que je voulais dire, c'est qu'en cosmétique, le problème, c'est d'avoir des composés qui soient autorisés. Donc on ne peut utiliser que les composés légalement autorisés. Et donc, il est hors de question d'imaginer utiliser de nouveaux composés. Il faudrait faire des essais cliniques. Et en plus, par les temps qui courent, il y aurait quand même une certaine suspicion. Donc on reste sur des oxydes qui sont autorisés. Les oxydes de fer sont autorisés sous les différentes formes. Fe3O4, FeOH, Fe2O3 sont tous les trois autorisés. Autrement dit, depuis des décennies, les cosméticiens du monde entier essayent donc d'utiliser au maximum justement ces lois de la physique, de la réflectance diffuse, les poules, les propriétés de ces nanophases pour multiplier les colorations. On est à peu près sur une gamme standard, on a à peu près 600 colorations différentes lorsqu'on va mélanger les oxydes hématite et goethite sous des tailles variées, sur des formes de particules variées. On va ainsi avoir à sa disposition donc une gamme tout à fait importante dans le domaine, comme je disais tout à l'heure, qui peut correspondre tout à fait à la couleur de la peau. Le noir étant utilisé pour rehausser certains traits. Et ce que vous voyez par exemple, c'est effectivement l'importance du milieu. Donc lorsque c'est hydraté, on va avoir des propriétés d'absorption renforcées. Alors évidemment, on ne va pas le bouillir avec de l'eau parce que l'eau va s'évaporer. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des liants organiques qui vont ainsi donner cette profondeur d'absorption de la lumière. On retrouve les lois de l'absorption justement qu'on a vu tout à l'heure de la réflectance diffuse. Et lorsqu'on regarde justement ces différentes colorations sur une peau, eh bien, on est effectivement très surpris par la très grande variabilité que l'on va obtenir donc, sur ces produits.
Et donc juste pour terminer, c'était rapidement donc de dire que ce que l'on fait dans l'industrie, c'est que l'on va élaborer des morphologies différentes d'oxyde de fer, de façon à développer des propriétés optiques différentes. Donc, par exemple, l'oxydation directe de sulfate ferreux, ensuite chauffée, donne des cristaux qui vont être de forme sphérique, et donc absorbant la lumière de façon très, très homogène. Au contraire, lorsque l'on va déshydrater des goethites en hématite, on va obtenir des hématites qui auront une forme allongée. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que l'hématite, on a beaucoup de mal à la faire pousser allongée, alors que la goethite, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une caractéristique. Donc, on se sert de la forme de la goethite, ensuite on la transforme en hématite, et le tour est joué, vous avez contraint le cristal d'hématite à rentrer donc, dans une morphologie de goethite. Ça va nous donner donc, des pigments qui sont jaunes. Alors les pigments jaunes, pigments rouges, la différence de couleur est assez importante. Hop. Le rouge et le jaune. Oula, c'est une catastrophe. Oui. Oui, on les voit quand même. Voilà. Donc justement, les deux types d'hématites qui vont être plutôt pas en plaquettes, qui vont être plutôt sphériques et qui vont être aciculaires. Lorsqu'elles sont en plaquettes, ce sont ces hématites-là. Donc voilà le troisième type d'hématite qui est grise et qui donc va refléter donc refléter la lumière en ayant cet aspect micacé et brillant. Donc l'intérêt, c'est que légalement, c'est le même composé. C'est-à-dire que vous avez la même autorisation de développer ces colorations puisqu'il s'agit dans les 3 cas d'alpha Fe2O3. Donc c'est ça que je voulais faire passer comme message. Donc on ne va pas s'évertuer à faire beaucoup de composés différents. En revanche, on va donc je ne vais pas trop assister. Donc on va former des oxydes de forme variée, donc permettant d'obtenir ces colorations. Et on obtient aussi, donc pour terminer, Fe3O4, donc la magnétite. Se forme cette fois-ci vraiment divisée, donc, parce que c'est un minéral qui est un peu dur, donc qui ne serait peut-être pas très très bon, notamment pour la peau, et qui est vraiment là avec un pouvoir colorant exceptionnel. C'est vraiment un noir extrêmement sombre. Et je mets à côté, parce que là je ne vais pas l'ouvrir, ça va être très sale, donc la même hématite sphérique, mais dans une huile d'indice. Donc là, on va avoir la profondeur de la coloration qui va être beaucoup plus importante. Et évidemment, ce sont ces produits qui seront donc adaptés avec différentes propriétés de diffusion de la lumière selon les nuances que l'on cherche. Donc on va mélanger ces produits ensuite avec des blancs et on va pouvoir comme ça colorer dans toutes les nuances. Voilà, bon, je vais peut-être arrêter là. Et juste un petit clin d'œil. On est revenu au laboratoire, on a fêté nos 200 ans il y a quelques années. Et donc voilà, donc c'était il y a 50 ans d'OTP, et puis donc la collection de minéralogie d'où viennent un certain nombre de ces clichés. Alors dans les choses que je n'ai pas dites, et juste peut-être en 30 secondes, l'objet, peut-être le dernier, ce sont ces croissances d'agate. Ça réfléchit bien la lumière, c'est peut-être encore plus simple directement, où on va avoir juste donc tout autour, c'était une roche volcanique. Donc heureusement, il n'y a plus de roche volcanique, ça sera un peu lourd à porter. Donc c'est un peu comme au saucisson, on a coupé une tranche. Et on a donc, depuis la périphérie de la poche, où on avait un fluide saturé en silice et différents oxydes qui s'est formé, avec des processus d'organisation de type anode-Lys-Gang. Ce sont des processus physiques qui, je crois, sont maintenant assez bien compris. On a des précipitations, parce que la poche n'est pas fermée, on a des arrivées de fluide. On a des précipitations d'oxyde de manganèse qui sont noirs et de très beaux oxydes de fer ferrique.
Et on voit qu'à la fin, on a du quartz, c'est-à-dire de la silice cristallisée. Là, ce sont ce qu'on appelle des chalcédoines, donc ce sont des silices nanocristallines qui n'ont pas de forme particulière, mais qui sont toutes en fibre, toutes développées en fibre. On a les oxydes de fer. Et alors, l'aspect remarquable de ces agates, c'est le fait que, comme tout à l'heure, on a des fibres qui se développent radialement. Et pourtant, vous avez une cohérence dans l'ensemble. C'est-à-dire que vous n'avez pas, c'est pas totalement brouillé. C'est-à-dire que ces fibres poussent exactement avec la même vitesse. Et s'il y en a qui se doutent des lois de la croissance cristalline, c'est une magnifique illustration de la croissance cristalline, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien entre la fibre qui pousse ici, ce sont des fibres qui font quelques centaines de microns de diamètre maximum, entre cette fibre-là et celle-là qui est à 10 cm, et pourtant ils ont poussé exactement à la même vitesse, et elles ont soumis et enregistrer les mêmes variations de composition du fluide dans lequel elles ont poussé. Ça vous donne donc cette grande cohérence, et contrairement à ce que l'on pense, où on pense que ce sont des tartines que l'on rajoute les unes par rapport aux autres, c'est faux, c'est à 90 degrés, ça pousse de l'extérieur vers l'intérieur, et donc ça piège sur le passage, ça piège tout. Voilà, et là aussi, les oxydes de fer, alors là on est au niveau du pourcent, là c'est rien du tout. Voilà, c'était la diversité des oxydes.